Bonjour et bienvenue à Cyberdolus, le podcast qui traite du numérique sous l'angle de la cybersécurité. Bien que l'actualité du mois fût dense, je n'ai sélectionné qu'une seule actualité ce mois-ci. En effet, mes invités ont été comme d'habitude passionnants et il m'est difficile de tenir la contrainte de temps que je m'étais fixée, à savoir 10 minutes maximum par chronique. Arrêtons-nous sur une fuite de données qui concerne 2,15 millions d'utilisateurs d'un grand constructeur automobile. En effet, de plus en plus d'objets du quotidien sont connectés, voire ne peuvent plus fonctionner sans l'être. Ce n'est pas encore le cas de nos véhicules, mais nous ne sommes pas loin de cette extrémité. Quoi qu'il en soit, pour utiliser pleinement sa voiture, il faut maintenant créer un compte. La voiture est équipée d'une carte SIM, comme celle de nos smartphones, et communique avec le cloud du constructeur. Alors il y a des avantages à ce que des données soient récoltées. Tout d'abord, le service rendu, savoir où se trouve sa voiture, si les fenêtres sont ouvertes et parfois même pouvoir les fermer à distance. Ce n'est pas vital, mais pratique. Ensuite, on imagine que les ingénieurs utilisent les données récoltées pour améliorer les véhicules. Ils doivent certainement utiliser l'intelligence artificielle pour cela. Mais les données ainsi récoltées puis stockées sont autant d'informations personnelles ou non qui, si elles sont mal protégées, peuvent tomber entre les mains d'acteurs malveillants qui pourront les utiliser contre nous. Cela engendre un problème de vie privée, car dans le cas présent, des enregistrements issus des caméras des voitures, tout comme leur position, se sont retrouvés dans la nature. Alors face à ce constat, que pouvons-nous faire pour nous protéger ? Eh bien tout d'abord réfléchir aux informations que nous partageons avec les constructeurs de ces objets connectés. Au lieu d'utiliser notre adresse email habituelle, pourrions-nous utiliser une adresse alternative créée pour les services tiers ou le marketing ? Ainsi, on conserve son adresse personnelle pour les échanges avec sa famille, l'administration ou ses amis. Et puis ensuite, ne pas donner un mot de passe faible ou déjà utilisé ailleurs. Comme c'est compliqué, je le reconnais, le plus simple est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire un coffre-fort numérique qui se charge et nous décharge de la pénible tâche de créer et de saisir nos mots de passe. J'espère que cette actualité et ces conseils vous permettront de mieux vous protéger et que vous allez créer une adresse email secondaire ainsi que l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Place maintenant à nos deux invités. Bonne écoute. Une cyberattaque est une crise. Lorsque notre système d'information n'est plus disponible, toutes les tâches informatiques, et elles sont de plus en plus nombreuses, doivent être exécutées à la main. C'est possible, diront certains, nous le faisions avant. Oui, mais d'une part, le nombre de tâches déléguées aux ordinateurs est de plus en plus conséquent, et d'autre part, le traitement de ces tâches est passé progressivement de nos mains à celles des ordinateurs. Ainsi, revenir brutalement à un traitement manuel en cas de crise est possible. Mais encore faut-il y être préparé et anticiper cette perte de productivité. Ajoutons qu'en cas de disparition de nos machines, disparaissent avec elles un certain nombre de nos données. Où sont nos factures, notre fichier client, nos mots de passe pour nos comptes bancaires, nos fiches de paye et autres informations nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Se préparer, c'est ce que l'on nomme la résilience. Le sujet est vaste et fort intéressant. La résilience peut être vue sous différents angles, techniques, organisationnels, humaines. Nous avons abordé brièvement l'aspect juridique dans un épisode précédent avec Maître Olivier Etéanu. Voyons aujourd'hui l'angle pratique avec Jérôme 16. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous donner quelques exemples concrets de l'accompagnement que vous apportez aux entreprises ? Alors, je m'appelle Jérôme 16, je suis le fondateur d'une société, micro-société qui s'appelle Up4 Intelligence, dans laquelle j'accompagne les entreprises. Alors, les entreprises qui sont en crise, c'est-à-dire qu'elles vivent le moment de la crise, elles sont à l'arrêt, leur système d'information est très souvent chiffré, et donc elles vivent tout ce dont on vient de parler, qui est la perte des informations, l'incapacité de travailler, la découverte du mode dégradé, etc. Et mon rôle est de leur apporter des clés et des bonnes pratiques et d'une expérience dans le domaine pour qu'elles puissent reprendre leur activité dans les meilleures conditions de sécurité aussi, et le plus rapidement possible. Et à côté de ça, je fais aussi du conseil, c'est-à-dire pour celles qui ont le temps de se préparer, je les accompagne pour revoir leur plan de crise, leur PCA-PRA. Alors, je ne suis pas un spécialiste du PCA-PRA, mais en revanche, j'ai cette vision pratique de la crise sur le terrain et surtout du cyber qui implique de la malveillance. Et beaucoup de ces PCA-PRA ne prennent pas en compte la malveillance, donc il y a des adaptations à faire. Voilà, et puis dans tout ce qui est plan de résilience. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de crise cyber, mais c'est vrai que concrètement, ce qu'on fait sur le terrain avec les entreprises, c'est plutôt de les accompagner vers un plan de résilience qui leur permettra non pas d'éviter forcément les problèmes, mais en tout cas de se relever au plus vite. D'accord, donc vous intervenez dans des situations extrêmes, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous décrire
j'allais dire l'état d'esprit d'une entreprise, mais l'état dans lequel se trouve l'entreprise lorsque vous arrivez dans une telle situation? Non, c'est souvent un état de sidération. En fait, et la prise de conscience de la gravité aussi des faits est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc initialement, peut-être que l'état n'est pas celui de la sidération parce que on a un souci informatique, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, etc. Et on commence à essayer de régler le problème soi-même. En fait, lorsque moi j'arrive, c'est lorsque l'entreprise a pris la mesure de la situation, c'est-à-dire que là, l'activité est à l'arrêt. Généralement, elle est coupée du monde puisque l'accès à Internet a été coupé. Rappelons quand même que l'accès à Internet, le fait de s'isoler, en tout cas pour une entreprise victime d'une attaque de type rançongiciel, et je vais essentiellement parler des attaques de type rançongiciel puisque ce sont à la fois celles qui sont le plus visibles, le plus impactantes, les plus nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces types d'attaques, il y a aussi des attaques d'espionnage industriel, étatique. Mais d'une part, je les vois moins. Ce sont souvent, c'est l'ANSSI par exemple qui va gérer ce type d'attaque le plus souvent. Et puis elles sont plus rares. Donc j'en ai fait quelques-unes, mais elles sont plus rares. Sur le volet donc rançongiciel, c'est excessivement important que l'entreprise se soit isolée, puisque le lien Internet est ce qui permet à l'attaquant de piloter son attaque et de la continuer à la mener à bien. Mais en s'isolant, on prive l'entreprise de sa capacité de travailler. À côté de ça, généralement, le data center va être progressivement placé dans le noir pour soit éviter que les machines qui ne sont pas chiffrées le deviennent, soit protéger celles qui étaient peut-être en cours de chiffrement, et en l'arrêtant, peut-être qu'on peut sauver une partie des données qui sont dessus. Donc il y a plein de raisons qui font que entre mettre un data center dans le noir et couper un accès Internet, eh bien, plus personne ne travaille. Et à ce moment-là, donc, effectivement, entre cet effet de sidération, en particulier lorsque mon intervention commence souvent auprès du COMEX plutôt, qui est ou la cellule de crise décisionnelle, mais ce sont souvent un petit peu les mêmes personnes qui s'y retrouvent. Et lorsque je leur explique que cet état-là, le fait de ne pas pouvoir travailler, d'avoir tout à l'arrêt, et j'ai vécu des crises dans des entreprises industrielles. Euh, je pense à une en particulier qui avait 4 usines à travers le monde. Les 4 usines étaient à l'arrêt. Je leur explique que cette situation-là va durer probablement entre 8 et 10 jours. Euh, Là, c'est le premier choc, en fait. Donc, si on part du point zéro, c'est vraiment, et c'est là que commence vraiment mon travail, en fait, c'est un sentiment de sidération d'abord. Et est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise particulièrement touchée et où qui fait appel à vos services? Alors là, il y a un biais, c'est que je travaille alors très souvent à la demande d'assureurs. Ce sont des entreprises donc qui ont les moyens déjà d'avoir une cyberassurance. Ce type de réponse à incident, je n'interviens pas tout seul évidemment, j'interviens avec des partenaires, notamment CERT, qui est indispensable dans ce type de réponse à incident. Tout ça fait un dispositif qui coûte quand même, qui a un certain coût. Et ça, c'est un coût qui n'est pas du tout à la portée des petites entreprises. Et en fait, ça se retrouve dans... alors, on voit beaucoup de chiffres circuler sur les attaques par rançongiciel, mais il y a quand même des tendances. Et l'une des tendances, et lorsqu'on parle aux assureurs, ils la confirment, c'est que autant les grandes entreprises payent peu les rançons, autant les petites entreprises payent beaucoup plus les rançons. Parce que le montant de la rançon comparé à ce que leur coûterait une vraie réponse à incident n'a strictement rien à voir. Lorsque on est une petite entreprise et que on a absolument tout perdu, il y a ça aussi. On dit qu'il ne faut pas payer la rançon et je suis entièrement d'accord. Là, voilà, moi, je suis particulièrement à cheval sur le fait que euh, aider les clients à comprendre euh, les tenants et les aboutissants de cette décision de payer la rançon, qui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Et je suis personnellement opposé au paiement de la rançon. Maintenant, si on se met à la place d'une petite entreprise qui a tout perdu, va mettre la clé sous la porte demain, n'a pas les moyens de payer une réponse à incident professionnel et qui de toute façon aura des capacités d'action assez limitées si elle a absolument tout perdu, que tout est chiffré, qu'elle n'a pas de backup, et qu'en face de ça, elle a une chance éventuellement de récupérer l'ensemble de ces données pour des montants qui sont tout à fait à sa portée, 5 000, 10 000, 20 000 euros par exemple. Bon, on comprend que dans ce cas-là, les petites entreprises payent la rançon, ne déclarent même pas forcément ce qui s'est passé, récupèrent leurs données. Voilà. Donc tout ça, moi, je ne le vois pas parce que je travaille plutôt avec des grandes entreprises qui sont soit cyberassurées, soit qui ont des moyens déjà de répondre et de ne pas payer. Des moyens techniques, des moyens organisationnels, une DSI qui va pouvoir suivre mes conseils, des moyens de s'offrir une vraie investigation numérique qui déterminera qu'est-ce qui s'est passé, par où l'attaquant est passé, etc. etc. Donc, de mon point de vue, je ne vois que de grandes entreprises, en fait.
Merci Jérôme. Et mettons-nous à la place d'une petite et moyenne entreprise qui nous écoute. Que conseillez-vous de faire quand on découvre que l'on est attaqué, notamment par un rançongiciel? Je pense que déjà, pour beaucoup de petites entreprises que je connais et que je côtoie, elles ne se rendraient pas compte d'une activité malveillante avant, que ce soit trop tard, c'est-à-dire avant que le chiffreur détonne. Parce que pour ça, il faut avoir une bonne maturité en termes de cybersécurité. Il faut avoir déployé des outils de supervision, que ce soit sur les postes de travail, sur les serveurs et aussi sur le réseau. Et avoir derrière des gens qualifiés qui surveillent les alertes, qui sont capables de les qualifier et de répondre. Donc ça passe par des outils, des EDR, des sondes éventuellement. Alors, c'est un peu moins courant quand même, des sondes réseau, mais essentiellement des EDR, une bonne collecte des logs, des journaux Windows par exemple, etc. Tout ça remonté dans un service spécialisé qui va être à travers un SIEM, qui va être un SOC finalement. Et là, quand on parle de SIEM, de SOC, etc., on est De de supervision, supervision, ouais. on n'est pas dans des petites entreprises. Alors c'est ce que l'on propose, hein, mais bon, pour celles qui ne nous connaissent pas, il est peut-être préférable de prévenir. Exactement. Pour les petites entreprises, plutôt prévenir. Elles ont un avantage quand même, les petites entreprises, c'est que leur système d'information est simple, il est maîtrisable, on peut en faire le tour assez rapidement. Et là, il faut simplement bien comprendre les méthodes mises en œuvre par les attaquants, leur point d'entrée. Il n'y en a pas 36 000, hein, ça va être soit un VPN qui a mal été mis à jour, qui est victime d'une vulnérabilité et qui va permettre à l'attaquant, parce qu'il est exposé sur Internet, de récupérer l'ensemble des secrets et de se connecter ensuite en usurpant l'identité de l'un des collaborateurs de l'entreprise. Ou ça va être un code malveillant sur ce qu'on appelle le drive-by download, où on va simplement en visitant un site, et pas forcément des sites mauvais, hein, et je pense que là, Benoît, vous êtes bien placé pour le savoir. On a vu des cas d'acteurs malveillants qui avaient corrompu des régies publicitaires, et que donc les codes malveillants étaient véhiculés par des publicités simplement qui s'affichaient sur des sites tout à fait légitimes. Tout à fait. Et vous pensez à d'autres types de solutions? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur un EDR, par exemple. Il y a des solutions qui sont adaptées vraiment à tous les types d'entreprises. Il est important de se tourner vers cette solution. Alors après, je ne dis pas que c'est la panacée. Euh, j'ai vu passer dans des groupes de confrères, en tout cas, des matrices de contournement de DR, et il y a du rouge un peu partout, hein, donc, donc ça se contourne aussi. Aucune solution n'est efficace à 100%, on le sait. Exactement, mais la défense dans la profondeur impose vraiment de forcer l'attaquant à faire de plus en plus d'efforts, parce que l'attaquant qui fait des efforts sera un attaquant qui devient bruyant. Et l'EDR, même s'il est contournable, il va quand même obliger l'attaquant à aller faire des efforts. Donc, protéger les postes de travail avec de la détection et blocage de codes malveillants, si possible avec un EDR, plus évidemment avoir un vrai process de correction des vulnérabilités et des applications des patchs. Ça fait 20 ans qu'on le dit, mais on ne va jamais arrêter. C'est déjà une bonne ligne de défense, en fait. Entre ça et maîtriser son exposition à Internet, on a déjà fait beaucoup, je pense. Je sais très bien que les puristes qui nous écoutent sont en train de se dire, mais il a oublié plein de trucs, il a oublié la gestion des mots de passe, la gestion des identités, etc. Donc effectivement, on peut rajouter la gestion des mots de passe parce que c'est aussi important. Quelque chose que l'on voit souvent dans des petites entreprises, c'est que tout le monde stocke ses mots de passe dans le navigateur. Vous savez que le navigateur propose systématiquement de rappeler les mots de passe. Bon, là, c'est pas du tout un bon endroit pour stocker des mots de passe, parce qu'on sait très bien que les attaquants vont les chercher là immédiatement. Donc oui, c'est une bonne idée de souscrire, et là aussi, ça vaut quelques centaines d'euros par an. C'est parfaitement accessible à une petite entreprise. Ça vaut le coup d'investir dans un coffre à mots de passe, quelque chose qui est fait pour. Voilà. Donc je rajouterai ça. Merci Jérôme. Imaginons maintenant que l'entreprise soit victime d'une cyberattaque. D'après vous, vers qui doit-elle se tourner? Le dispositif n'est pas totalement déployé, mais il va y avoir des CSIRT régionaux. Donc il va y avoir des organismes qui auront cette culture de la réponse à incident. Et donc je pense qu'en anticipation, en tout cas, ça serait bien pour les petites entreprises de savoir quels sont les points de contact vers ces CSIRT, parce que je pense qu'ils seront les premiers à pouvoir donner des conseils avisés en cas d'attaque. Donc on appelle son CSIRT et ensuite, quel est le premier réflexe? Le premier réflexe, évidemment, ça devrait être de s'isoler. Encore une fois, parce qu'on le disait tout à l'heure, l'attaquant a besoin d'un lien Internet
pour pouvoir piloter son attaque. Donc, au moins couper, isoler l'entreprise, le réseau d'Internet, permet de mettre fin à ce contrôle de l'attaquant. Et donc de s'acheter du temps finalement pour regarder un peu ce qui s'est passé. Et c'est d'autant plus important que nous avons vu des cybercriminels rester dans le système d'information des victimes et les observer pendant leur réponse à un incident. Alors ça, c'est effectivement, c'est ma hantise et je pense que c'est la hantise de beaucoup de spécialistes de la réponse à incident. C'est que l'attaquant soit toujours là à partir du moment où on commence à la réponse à incident. Donc effectivement, avoir une vraie coupure, isolation d'Internet permet au moins d'éviter ça. Maintenant, j'insiste sur le terme vrai, c'est-à-dire que il est parfois difficile de connaître tous les points d'accès Internet. Il y a parfois des points d'accès un peu sauvages, hein, des utilisateurs qui ont déployé soit un routeur, soit un téléphone en mode 4G, etc., qui font des ponts. Voilà, donc parfois, il peut arriver effectivement que l'attaquant ait toujours un moyen d'accès. Également, si l'attaquant était là depuis suffisamment longtemps, il a pu collecter des identifiants vers des applications SaaS. Et donc, l'entreprise peut avoir le faux sentiment de sécurité de se dire on isole tout, mais on continue à utiliser nos applications SaaS habituelles pour communiquer. Bah oui, sauf que l'attaquant, lui, a eu le temps de collecter ces identifiants et il est présent et il peut suivre ça aussi. Merci beaucoup Jérôme. Il y a un certain nombre d'étapes que l'on ne va pas avoir le temps de détailler. Ça sera l'occasion de vous réinviter pour parler de votre métier, de vos interventions passionnantes. Et notamment, je pense à deux parties très importantes que l'on a survolées, que sont l'investigation numérique, qui permet de savoir ce qui a été touché, comment ça a été touché, quel est le patient zéro, et puis également les sauvegardes et la façon de repartir. Un petit mot pour conclure, s'il vous plaît, Jérôme? Avec plaisir. Ce qu'il faut vraiment retirer de tout ça, c'est que même les petites entreprises, il y a des choses à faire. On peut lutter, c'est pas une fatalité. On peut lutter, on peut élever le niveau, on peut forcer les attaquants à travailler plus. Et ce qu'on constate, c'est que les attaquants ont une certaine part de fainéantise aussi, et que si vraiment ça leur demande trop de boulot, ils passeront à la cible suivante. Donc c'est pas une fatalité. On peut lutter, il y a des choses à faire, même pour les petites entreprises. Moi, je note dans les conseils que vous avez donnés le terme de défense en profondeur. Donc, ce terme permet de mettre des mots sur plusieurs couches de protection, à la fois dans les logiciels, mais également dans les services. Et je pense à la supervision qui aujourd'hui est nécessaire, comme vous le disiez, lorsque l'on a un EDR, une sonde, un firewall, eh bien, savoir qui y accède, comment et si c'est un accès légitime, par exemple, est nécessaire, voire primordial aujourd'hui pour faire face aux différentes attaques. Donc, c'est pour moi un conseil également très important, la supervision. Tout à fait. Merci beaucoup, excellente fin de journée et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'ISA France Security Tuesday est une association française indépendante créée en 2010. Elle est le premier chapitre francophone européen de l'Information System Security Association, l'ISA, une association majeure née aux États-Unis il y a 30 ans et présente dans 150 pays. Les fondateurs de l'ISA France ont assez vite fait le constat que la cyber avait tendance à ne s'adresser qu'à un public averti et que cela n'était plus suffisant, car les menaces atteignent maintenant largement le grand public. Désireux d'avoir des impacts très concrets, l'association mène des actions pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les jeunes. Le pôle éducation cyber a donc été créé pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers, mais également aux opportunités du monde cyber. Et pour partager avec nous ses conseils en la matière, j'ai le plaisir de recevoir Diane Rambaldini, entrepreneure, fondatrice de Crossing Skill et cofondatrice de l'ISA France. Bonjour Diane. Bonjour Benoît. Vous avez deux activités principales au sein de l'ISA France. Est-ce que tu peux nous les décrire s'il te plaît ? La première, c'est la fabrication, la conception de ressources pédagogiques à destination d'abord des plus jeunes. Et le deuxième pôle, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus du ressort du terrain, puisque nous faisons des ateliers, différents ateliers, donc que ce soit en établissement scolaire, mais également dans ce qu'on appelle en périscolaire, hein, c'est-à-dire par exemple, on va aussi dans des établissements qui reçoivent des jeunes avec des cas particuliers comme SOS Village d'enfants, et bien sûr des ateliers de parentalité numérique, qui sont dédiés aux parents pour leur redonner un peu de force face à tous ces défis qui se présentent à eux aujourd'hui. J'ai reçu dans des précédents épisodes
des acteurs comme Cybermalveillance ou e-Enfance qui œuvrent également pour la protection de l'enfance et des plus vulnérables sur Internet. Comment vous placez-vous par rapport à ces acteurs ? Ce sont des acteurs déjà qu'on connaît bien, qu'on essaye toujours de valoriser, nous, dans nos ressources, déjà, premièrement. Par exemple, dans notre ouvrage Envie de cyber, beaucoup de contenus sont des références à cybermalveillance.gouv.fr. C'est pareil pour... e-Enfance et 3018, par exemple, dans les As du web, on faisait référence au cyberharcèlement. En cybersécurité, comme dans la vie, le partage est effectivement un bon moyen de progresser tous ensemble. Et vous, vous agissez comment localement ? Nous, notre point de différenciation, c'est de transformer dans un langage que comprennent nos cibles. C'est vraiment ça notre cœur d'activité aujourd'hui. Pour cela, vous créez des publications. Est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît ? Première d'entre elles, qui est vraiment le best-seller, si je puis dire, de l'association, c'est les As du web. C'est un cahier de vacances qui s'adresse donc aux enfants à partir de 7 ans jusqu'à 11-12 ans. Ensuite, nous avons Envie de cyber, qui est un ouvrage un peu plus conséquent en termes de contenu, mais parce qu'il s'adresse aussi à des plus âgés, de 15-30 ans. Donc qui est un ouvrage qu'on a conçu comme étant vraiment très très visuel, qui est un peu un guide de survie pour ces jeunes. C'est ce qui permet aussi de mêler certes des réflexes d'hygiène numérique, mais aussi qu'est-ce que je fais si jamais je me retrouve en mésaventure numérique, un de mes contenus se retrouve en boucle, un nude se retrouve en boucle sur Internet, qu'est-ce que je fais ? Je me fais pirater mon compte, qu'est-ce que je fais ? Et puis on a fait la part belle aussi un peu à la cybersécurité, parce qu'on a essayé de vendre un peu les carrières de la cybersécurité. Et la dernière publication importante, c'est Snake News. Et là, on en est très fiers aussi, parce qu'il y a très longtemps, on voulait faire un manga. Et voilà, il est là. Et c'est un manga, là, pour le coup, qui mélange justement les sujets d'hygiène numérique, mais aussi de lutte contre les fake news. Pour écrire ces ouvrages, vous avez forcément mené des études sur les attaques, les menaces, les risques qui s'adressent à ces jeunes populations. Quelles sont-elles ? Est-ce que tu aurais un top 3 ? Alors, tout dépend à peu près de l'âge déjà, mais on va dire que si on devait vraiment faire un top 3, il y a quand même énormément de piratage de comptes. Mine de rien, dès que les jeunes commencent à avoir un compte sur un réseau social, un compte de messagerie, c'est vrai que souvent ils nous remontent des piratages. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment le cyberharcèlement, qui peut être évidemment lié à du harcèlement scolaire. Ça, c'est pour ça que c'est un sujet aussi important aujourd'hui. Et puis le troisième, alors là qui se situe plus à un niveau collège, ça va être tout ce qui est de ressort de la sextorsion. Et là on insiste quand même pas mal pour expliquer aux jeunes que la personne avec laquelle ils discutent n'est pas forcément celle qui est vraiment derrière son écran. Ça c'est malheureusement un sujet qui revient assez souvent au niveau collège. J'imagine que les ateliers, le contact avec la réalité, si je puis dire, les jeunes, vous a apporté une vision particulière, un retour particulier sur leur usage du numérique ? C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ces jeunes qui étaient nés à l'ère du numérique n'avaient pas forcément notre façon de voir les choses, nos ressorts psychologiques, on n'avait pas forcément le même partage d'un certain nombre de notions, par exemple comme la vie privée. Voilà, les choses ont changé. Est-ce que l'on peut dire que ces jeunes qui sont nés avec le numérique le maîtrisent en tant qu'utilisateurs, mais n'en comprennent pas forcément tous les tenants et aboutissants ? Ils ne savent pas forcément comment ça marche derrière. Et ça, on s'est rendu compte que ça constitue souvent un frein à la compréhension des conseils en sécurité ou en protection numérique qu'on peut apporter. Donc l'idée dans toutes nos ressources, et on le fait aussi avec les petits, c'est vraiment leur montrer un peu les coulisses de ce cyberespace, et comme ça ils appréhendent beaucoup mieux après nos conseils en sécurité. Et ça, c'est vraiment aussi une de nos particularités.
Alors, j'espère que comme pour moi, les personnes qui nous écoutent auront envie de se procurer et de consulter ces ouvrages. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut les obtenir ? Alors pour Envie de cyber, nous avons un éditeur qui est Studirama. Donc il est distribué absolument dans toutes les librairies et plateformes qui existent, vos plateformes préférées en ligne. Quant à le cahier de vacances, donc les As du web et Snake News qui est le manga, là il convient de nous écrire tout bêtement à contact@securitytuesday.com pour nous les demander et on étudie avec les personnes intéressées leurs requêtes et on leur fournit les ressources afférentes. Et si on veut aller encore plus loin, qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Je profite vraiment du micro que tu me tends pour faire justement un appel à toutes ces entreprises qui finalement, même si elles sont pas dans la cyber, ont aussi finalement des collaborateurs qui sont qui sont des parents qui ont forcément des enfants à la maison qui sont devant leurs écrans et chaque entreprise peut déjà faire un geste en distribuant nos ressources en très peu de temps et avec des budgets finalement assez limités. Elles peuvent avoir des grandes répercussions sur les familles, donner envie à tous ces jeunes de faire énormément d'actions dans le monde de la cyber. Merci Diane, nous arrivons à la fin de cet entretien. Aurais-tu un dernier conseil pour les parents qui nous écoutent ? Déjà, les parents ne doivent pas s'invalider parce qu'ils ne sont pas geeks. Ça, c'est vraiment un point important. Et il y a des choses très naturelles à faire que tout à chacun peut actionner chez soi. C'est déjà sacraliser des temps d'échange et d'écoute à la maison. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup trop d'enfants aujourd'hui qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à discuter avec leurs parents. Et on n'arrive plus, c'est dû à quoi ? C'est dû à cet écran de smartphone qui se balade toujours entre un enfant et son parent. Et ça, c'est un peu un problème. Donc vraiment sacraliser des temps d'échange, d'écoute, et puis donner l'exemple. Finalement, à la maison, tout le monde met un peu du sien pour pas que l'écran soit saccageur de relations. Se renseigner aussi parce que oui, il y a l'ISA France, mais il y a plein d'autres associations qui font plein de choses. Il y a beaucoup de ressources qui existent, donc se renseigner. Et puis, je le disais à l'instant, se battre, même à nos côtés, se faire entendre pour que le sujet devienne important et une cause pour tous. Et aurais-tu un dernier message pour les jeunes qui nous écoutent ? Et pour les jeunes, on va dire que les petits, on n'a pas vraiment de conseils à leur donner. Les petits, faut être près d'eux, faut essayer de leur expliquer. Il y a rien de tel. Nous, on se rend compte que dans les ateliers qu'on donne en école primaire, les enfants sont des véritables éponges. Ils adorent parler de ça, ils adorent avoir des conseils sur plein de choses, qu'on leur explique. Ils sont très très preneurs. Après, effectivement, un niveau, que ce soit collège ou lycée, là, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je dirais vraiment pour collège, lycée, c'est, on va dire, se fabriquer une culture numérique et surtout développer leur curiosité. Toujours rester curieux de ce qui se passe et ne pas négliger aussi la force qu'eux-mêmes peuvent avoir auprès d'autres jeunes. Quand on parle de cyberharcèlement, par exemple, on dit souvent que les témoins ont un rôle énorme à jouer. Là, c'est pareil en sécurité, en protection numérique, sur tous les sujets, c'est pareil. Chaque enfant qui est lui-même sensibilisé peut aller voir ses petits camarades. Nous, on fait pas mal de jeux en atelier. Vous pouvez faire aussi ces jeux entre vous pour éveiller vos consciences et puis ne pas vous sentir seul surtout. Remonter les choses et puis s'aider. Voilà, ce serait... C'est des conseils un peu génériques, mais je pense que c'est quand même important qu'ils aient ça en tête et rester curieux, toujours curieux, ne pas être fataliste. Ils ont tout un Internet à créer à leur image, avec leurs valeurs, et ça, il faut vraiment qu'ils aient ça en tête. Merci Diane pour ton retour d'expérience, tes éclairages et tes bons conseils. Au revoir et à bientôt. Merci à toi de ton invitation. À bientôt. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur Cyberdolus.